Vous écoutez Lumière 101, le libre regard sur la réalité. Aujourd'hui, François Guillaumat et moi-même, Georges Lannes, allons vous proposer un entretien à la fois sur la crise financière, selon l'expression consacrée, et l'illusion fiscale. Nous arriverons à établir un lien entre l'illusion fiscale dont on vous a entretenu la semaine dernière et ces difficultés qui semblent exister sur certains marchés financiers. Aujourd'hui, c'est François Guillaumat qui va m'interroger sur ces questions. Oui, c'est moi qui pose des questions parce que je serais bien en peine de répondre à certaines d'entre elles. Tout d'abord, il m'a semblé que Georges Lannes, qui acceptait de parler de crise dans un article que nous avons publié il y a 9 ans dans le spectacle du Monde, maintenant ne souhaite plus retenir cette notion de crise. Dans une certaine mesure, on peut comprendre pourquoi, parce que ce qui se passe en ce moment sur les marchés, notamment de l'immobilier, on pouvait le prévoir depuis assez longtemps. Donc le problème que nous avons dans la définition de la notion de crise, c'est que quand il se passe quelque chose à quoi on s'attendait, et qui n'exige pas forcément qu'on s'y adapte sur le moment, on n'est pas forcément obligé de parler de crise. Alors, Georges Lannes, est-ce que mon interprétation est acceptable? Bien sûr qu'elle est très acceptable. Je voudrais peut-être préciser l'article que nous avions écrit ensemble et qui est paru dans le spectacle du Monde en novembre 1998. Il s'intitulait « Le monde entre crise et krach ». Et il portait sur un certain nombre de difficultés que connaissaient d'un côté les pays de l'Asie du Sud-Est et de l'autre côté la Russie. Les deux situations n'ayant strictement rien à voir dans leur cause, et nous développions le sujet. Oui, je suis ennuyé avec le mot crise parce qu'il me semble faire abstraction de la connaissance économique accumulée depuis le XIXe siècle. Pour moi, le mot crise est à connotation marxiste, dans le plus mauvais des cas, ou à connotation médicale dans le moins mauvais. Pour moi, la crise fait référence à un diagnostic que feraient des médecins sur ce qu'ils observent dans la vie économique, et ne comprenant pas ce qui se passe et ayant tendance à considérer que la situation est pathologique, ils utilisent le mot crise. Mais il y a sûrement beaucoup de gens qui doivent trouver à redire à la situation actuelle. En quoi n'est-elle pas pathologique? Elle n'est pas pathologique parce que les événements dont on parle étaient, comme vous venez de le dire, anticipables, prévisibles, étant entendu que les informations sont là pour affiner en permanence les prévisions qu'on peut faire. Il y a eu des informations qui ont été données au fur et à mesure et qui ont amené à se rendre compte que des risques qui étaient attendus par les uns et par les autres, eh bien, avaient de plus en plus de chances de se réaliser. Et en ce qui concerne l'approche marxiste, en quoi est-ce que la notion de crise se lie à l'approche marxiste? Moi, ce qui m'avait semblé, c'est que la crise du capitalisme était censée annoncer sa fin prochaine. En l'espèce, on n'a pas vraiment l'impression, en tant qu'économiste, d'une remise en cause du système. On a plutôt l'impression que sont les banques centrales, dont on sait depuis près d'un siècle qu'elles sont nuisibles, puisqu'elles empêchent l'ajustement monétaire par les quantités, et
que leurs erreurs de politique économique débordent sur le système de prix qu'elles brouillent. Et on a l'impression que ce système des banques centrales, on sait depuis très longtemps que ce sont elles qui provoquent ces variations de prix, notamment sur les marchés des actifs, que certains n'ont quand même pas tous prévu. Alors qu'est-ce qui s'est passé récemment? Pourquoi est-ce qu'on a parlé de crise récemment? Il y a des entreprises qui ont quand même connu des difficultés. Oui, mais restons un instant sur ce que vous venez de dire concernant cette crise du capitalisme décrite, ou plus exactement pronostiquée par Marx. Justement, il se place dans une situation où nécessairement ce qu'il définit comme étant le capitalisme ne peut pas être perpétuel. Nécessairement, l'organisation capitaliste doit s'effondrer. Oui, c'est justement le contraste avec l'impression qu'on a aujourd'hui. On n'a pas l'impression. C'est en 1929 qu'on avait l'impression que certains avaient l'impression de cette crise au sens marxiste du terme. Aujourd'hui, on a l'impression d'avoir déjà vu tout ça. Oui, mais je reste encore un instant sur cette crise du capitalisme. En ce sens premier du XIXe siècle, cette expression laisse entendre que après, rien ne sera comme avant. Le capitalisme aura disparu, point final. C'est l'acception du mot crise, me semble-t-il, la plus originelle. Oui, dans ce point de vue-là, en effet, on n'y est pas. Voilà. Or, on n'y est, selon moi, jamais, dès l'instant qu'on fait référence à des êtres humains qui se forment des attentes du futur avec incertitude et qui nourrissent ces attentes avec les informations qu'ils récoltent ici ou là. Lorsque les choses ne se passent pas comme ils l'avaient prévu, on peut quand même dire qu'ils sont obligés de réviser leur plan et de reconnaître des pertes. Bien sûr. À partir du moment où on reconnaît des pertes et doit réviser ses plans, on peut parler de crise. Non, c'est l'activité ordinaire des individus que de remettre en question ce qu'ils s'étaient engagés à faire, sauf à être dans un contexte déterministe où il y aurait des lignes établies une fois pour toutes. Ce serait le changement qui serait anormal. Exactement. Or, ce qui est important, c'est que chacun à la fois agisse et réagisse à ce qui se passe, et c'est cette organisation spontanée des actions des uns et des autres qui amène à ce que il y ait cette évolution. Il s'agit d'évolution, il ne s'agit pas de crise, c'est-à-dire une espèce d'impasse dont on ne pourrait pas sortir. Oui, à la condition d'accepter cette définition. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Alors, autre chose peut-être qu'il faut souligner, je faisais référence à cette connaissance du 19e siècle, dont on s'est éloigné en ce sens qu'on en a accumulé beaucoup d'autres depuis lors. Il y a aussi la question de la banque centrale que vous avez envisagée. Il faut savoir que au 19e siècle, les banques centrales étaient rarissimes, et, a fortiori, n'avaient pas les compétences ou les privilèges que les hommes de l'État leur ont accordés. Elles n'avaient pas de prétention organisatrice, elles n'avaient pas de prétention d'intervenir sur telle ou telle évolution économique. Elles avaient surtout comme mission d'être là pour financer dans les meilleures conditions les emprunts que pouvaient leur demander les hommes de l'État. Mais on sait que le privilège de monopole de la Banque de France était destiné essentiellement à remplir les poches de ses actionnaires. Mais c'est parce que les banques centrales, c'est parce que les banques privilégiées plutôt en retardant les ajustements monétaires de telle sorte que des fluctuations se produisent sur les marchés financiers, ont été amenés à assumer des responsabilités
pour la conjoncture, alors qu'on avait mis un certain temps à comprendre que c'était elle qui était la cause des variations de la dite conjoncture. Oui, alors ça c'est toute une discussion qui va apparaître dans la deuxième moitié du XIXe siècle, où certains vont même considérer que les banques centrales ont un rôle de prêteur de dernier ressort à assumer. Mais encore un mot pour être précis sur cette notion de banque centrale. Il faut savoir que la première banque centrale a vu le jour à la fin du XVIIe siècle. C'est la Banque de Hollande, puis il y a eu la création de la Banque d'Angleterre, la Banque centrale d'Angleterre, ayant été créée au départ pour permettre le financement d'une guerre des Anglais contre Guillaume d'Orange. La Banque centrale, la Banque de France, n'aura un statut opérationnel important après que Napoléon Ier lui ait donné des privilèges. Au XIXe siècle, vous n'avez pas de banque centrale aux États-Unis. La banque centrale, ce fameux Fed, ne sera créé que en 1913. Autrement dit, la banque centrale telle que nous la connaissons aujourd'hui n'a pas d'antériorité au XIXe siècle. C'est fondamentalement au lendemain de la guerre du 14-18 que les banques centrales telles que nous les connaissons aujourd'hui vont apparaître et vont avoir ces missions plus ou moins nuisibles qui conduiront dès le départ à ce que certains ont appelé la crise de 29, caractérisée par une chute du prix des actions sur un marché organisé particulier qui était le marché organisé de New York. Donc c'est bien le rapport entre les banques centrales et ce qu'on a appelé la crise, c'est celui-là, ce sont les banques centrales qui ont provoqué ce qu'on a appelé la crise. Parce que elles ont fait joujou, entre guillemets, avec les taux d'intérêt à court terme, à très court terme, qu'elles ont la possibilité d'influencer. Et pourquoi ont-elles la possibilité de les influencer? Parce qu'elles se sont donné le monopole de la monnaie. Production de monnaie. La production de monnaie, et bien plus, elles ont imposé l'utilisation de cette monnaie aux citoyens lambda. Le citoyen lambda n'a pas la possibilité, en France, dans la décennie 1920, de payer en dollars ou de payer en livres. Il a l'obligation de payer en francs. Mais est-ce qu'on peut décrire le rôle des banques centrales aujourd'hui dans la genèse des événements auxquels on a récemment assisté? Alors, il y a plusieurs éléments à faire intervenir. Tout d'abord, on peut donner un élément historique. Nous sommes aujourd'hui en 2007. Il y a exactement 20 ans, en 1987, il allait y avoir un décrochage des principaux marchés organisés d'actions dans le monde, en octobre 87, époque où Alan Greenspan venait d'être nommé gouverneur de la Banque centrale des États-Unis. Et l'explication qui va être donnée de ce décrochage des prix des marchés organisés d'actions sera un accord politique en matière de taux d'intérêt qui avait été passé au début de l'année 1987 et qui s'appelait l'accord du Plaza. Accord selon lequel les pays industrialisés occidentaux s'étaient engagés à avoir une action concertée sur les taux d'intérêt à court terme. Dans quel but? Dans quel sens plutôt? Alors, il semble que si le marché doit se rendre compte qu'un certain nombre
d'actifs ont été surévalués, c'est peut-être parce qu'il a surestimé la demande à venir pour les actifs en question. Donc je suis Baudor que l'accord du Plaza avait pour effet principal de faire monter les taux d'intérêt à court terme aux États-Unis. Oui, mais là il y avait des objectifs divers si on schématise d'un côté les États-Unis et de l'autre côté l'Europe. En Europe, c'est l'époque où il y a des mots d'ordre politiques visant à créer un système monétaire européen de plus en plus étroit qui devrait déboucher soit sur une monnaie parallèle européenne, soit sur une monnaie unique. Parallèlement à cela, en 1987, toujours en Europe, il y a l'objectif qui doit être atteint le 1er janvier 1993 d'un marché financier unique. Parallèlement aux États-Unis, il y a une politique monétaire qui a été suivie et qui a visé à faire disparaître l'inflation mondiale de la fin de la décennie 70, début 80. C'est la politique sous l'égide du président des États-Unis, Ronald Reagan. Il y a donc mais cette politique avait atteint ses objectifs à ce moment-là. Exactement. Et il s'agissait que ces objectifs continuent à être atteints. Il s'agissait donc qu'il y ait une stabilité des prix à l'échelle mondiale, mais étant donné des objectifs économiques ou politiques de nature différente. Aux États-Unis, il y avait certes des accords qui étaient passés entre les États-Unis et le Canada et les États-Unis et le Mexique, avec cette zone de libre-échange qu'on va appeler l'ALENA. Et puis en Europe, il y a cet accord, cet accord qui a été passé en 1985 au moment de l'élargissement de la communauté économique européenne de 10 à 12 pays, avec l'entrée de l'Espagne et du Portugal. Cet accord particulier, c'est ce qu'on a appelé l'acte unique, qui doit déboucher le 1er janvier 1993 sur un marché unique en Europe, avec en particulier un marché unique en matière financière. Parce que je ne vois pas dans toutes ces politiques leurs effets sur le marché des actions aux États-Unis. Pourquoi cette baisse brutale des actions en octobre 1987 et quel rapport avec la situation actuelle? Alors, on en était au taux d'intérêt, donc il y avait eu un accord de taux d'intérêt qui avait été caché ou dont les marges de variation avaient été cachées au marché. Et en quoi consistait cet accord? Quelles contraintes cherchait-il à imposer aux variations des taux d'intérêt? Il s'agissait que les États-Unis et l'Europe aient des taux d'intérêt voisins, afin qu'il n'y ait pas de variation de taux de change qui soit problématique, et qu'il y ait une stabilité des prix aux États-Unis. Alors les taux d'intérêt étaient différents. Si on fait un accord sur les taux pour rapprocher les taux d'intérêt, lesquels étaient les plus élevés? J'ai pas le souvenir précis des écarts, mais c'était des taux d'intérêt qui étaient proches. Ils étaient proches et il fallait qu'ils restent proches. Il ne fallait pas que, à l'occasion de telle ou telle élection politique, il y ait une décision qui soit imposée à la Banque centrale du pays en question d'augmenter ou de diminuer ses prix. Donc il y avait une concertation. Cette concertation était fondée sur des modèles économiques selon lesquels, si on voulait qu'il y ait une stabilité des prix et une stabilité des taux de change, il fallait que ces taux d'intérêt restent dans ces limites. Allez, le marché ne le savait pas. Et apparemment, le marché ne le savait pas. Et en quoi quelles ont été
les conséquences que les opérateurs sur les dits marchés ont tirées de la prise en compte de cette information nouvelle. Alors, qu'est-ce qui les a amenés à vendre brusquement alors vraisemblablement leurs actifs de manière à ce que leur prix baisse considérablement? Alors vraisemblablement, il est arrivé un moment où les entre guillemets spéculateurs, c'est-à-dire les opérateurs qui achètent à découvert ou qui vendent à découvert, ont été obligés de fournir des marges. Mais à quoi s'attendaient-ils et en quoi ont-ils été surpris? En quoi s'attendaient-ils en termes de taux d'intérêt et quelle est la situation, l'information nouvelle qui les a amenés à vendre? Vraisemblablement, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir les liquidités, comme on dit aujourd'hui, ils n'ont pas eu la possibilité d'avoir les liquidités dont ils avaient besoin pour faire leurs opérations à terme. Donc ils s'attendaient à ce que les taux d'intérêt à court terme soient plus bas qu'ils ne se sont retrouvés finalement. Mais on peut le penser en termes de prix, mais aussi en termes de quantité. Il est possible que, dans certains cas, on leur ait dit, ah non, si on devait vous fournir les liquidités que vous nous demandez, il faudrait à ce moment-là que nous fassions varier les taux d'intérêt dans des proportions qui ne sont pas celles des accords que nous avons passés. Bon, on leur a pas dit dans ces termes, mais ça revenait à cela. Donc on leur a révélé un élément de la politique monétaire qu'ils ne connaissaient pas. Exactement. Et un élément de restriction. Exactement. C'est-à-dire une politique qui conduisait à ce que les taux d'intérêt à court terme, c'est-à-dire le prix auquel on se fournit en liquidité, soit plus élevé qu'ils ne s'y attendaient. Exactement. Et ça a suffi pour provoquer cette... Et parallèlement à cela, il y a un élément technologique, de technologie financière très important à faire intervenir, c'est l'entrée en puissance, les fonctionnements en allure de croisière de ce qu'on appelle aujourd'hui les marchés de dérivés. C'est-à-dire un certain nombre de marchés organisés qui permettent aux opérateurs de prendre des positions sur taux d'intérêt futurs, qu'il s'agisse de taux d'intérêt à court terme ou de taux d'intérêt à long terme. Et on peut supposer que le développement de ces marchés a engendré des risques qui n'ont pas forcément été correctement appréciés. Et d'ailleurs, c'est un problème qui n'est pas forcément encore résolu, dans la mesure où aujourd'hui on parle sans arrêt d'engagement en bilan, et où ce qui veut dire qu'en réalité les risques ne sont pas évalués d'une manière sur laquelle les divers opérateurs puissent s'entendre. Parce que les opérations financières en question n'entrent pas dans les règles comptables habituelles, que les comptables ne sont pas arrivés justement à les inscrire dans les plans comptables nationaux, voire simplement à l'échelon... Ça fait quand même une vingtaine d'années que ce problème existe, parce que ça fait une vingtaine d'années que les instruments financiers en question s'inventent sans arrêt. On aurait pu penser que l'expérience des opérateurs sur le marché finisse par rattraper l'innovation. Bien sûr, mais là je disais, nous sommes en 87, et à ces variations de taux d'intérêt que les banques centrales que les autorités monétaires avaient cachées au marché, s'ajoute donc une certaine incertitude de fonctionnement de ces marchés à terme très particulier à l'époque, bien plus les décisions qui vont être prises en matière de taux d'intérêt futurs vont nécessairement contrarier les anticipations que pouvaient avoir ces banques centrales en matière de taux d'intérêt à court terme. Ces banques centrales n'interviennent pas sur ces nouveaux marchés organisés.
Mais il y a quand même un lien entre entre les anticipations de taux d'intérêt sur les marchés, sur les anciens marchés et sur les nouveaux. Bien sûr, Il mais n'y a pas de différence entre les spéculations, entre les prévisions de taux sur les uns et les prévisions de taux sur les autres. Si ce n'est que dans un cas, tant que ces marchés n'existaient pas, les marchés étaient aux mains des banques centrales, alors que maintenant que ces marchés organisés fonctionnent, eh bien les banques centrales ne peuvent pas intervenir sur ces marchés. Donc il est possible qu'il y ait des écarts très importants entre ces marchés organisés et le marché sur lequel se trouvent les banques centrales. Autrement dit, je faisais intervenir, parce que là il ne s'agit pas d'entrer dans un trop grand détail, je faisais intervenir... Il faut voir le rapport avec la situation actuelle. Mais je ne faisais que poser le problème. Il faut voir qu'il y a donc deux conditions qui apparaissent en 1987, une condition politique, celle de cet accord sur les taux d'intérêt et sur les objectifs de la politique monétaire, d'une part, et d'autre part, la condition technique, d'innovation technique en matière financière, qui s'articule à ces nouveaux marchés financiers. Autrement dit, il y a tout d'un coup, d'un côté, une cachotterie à l'initiative des autorités monétaires. Une révélation. Ou une révélation. La révélation d'une cachotterie. Mais cette révélation va se faire justement au travers du fonctionnement de ces marchés de dérivés financiers. Et elle va se faire de façon très brutale, puisque, prenons l'exemple de la France, il va y avoir des charges d'agents de change de l'époque qui vont se retrouver en faillite en raison des positions qui auront été prises par l'agent de change en question et ses premiers collaborateurs. Oui, il y avait, en fait, comme toujours, il y a un aspect de risque associé à certaines positions dont les gens se rendent compte quand il est déjà trop tard. C'est-à-dire quand le risque se réalise. Alors quel est le risque qui s'est réalisé récemment et auquel on n'avait pas pensé? Ah, alors là, si on revient à aujourd'hui, on fait un saut de 20 ans, on peut mettre l'accent sur l'innovation financière, sur les innovations. Et la question est de savoir si l'expérience du marché rattrapera un jour l'innovation financière. Exactement. Alors, en quoi consistait cette innovation financière en l'espèce? À l'époque, c'était une innovation. C'était les options, c'était les marchés à terme sur les taux d'intérêt. Exactement, des marchés organisés. Ouais. Bien. Or, aujourd'hui, quelle est l'innovation qui est mise en avant? C'est une innovation ou en accusation. C'est une innovation relative au marché de l'immobilier qui consiste pour les banques à pouvoir prêter à certaines conditions à des emprunteurs qu'on dira ne pas être de première catégorie, ne pas être d'une catégorie prime, mais d'une catégorie subprime. Autrement dit, implicitement, le prêt accordé. C'est-à-dire des emprunteurs qui sont dont le risque de remboursement est un peu plus élevé. Exactement. Voilà. Autrement donc c'est la réalité simple qui se cache derrière ce terme barbare de subprime. Oui, mais avec ce terme de subprime, avec ce type de contrat, interviennent d'autres. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans le fait dans le fait de prêter à des emprunteurs un tout petit peu moins solvables que d'autres? Parce que ça, c'est pas nouveau. Les usuriers, ça existe depuis toujours. Exactement. Alors la nouveauté, c'est que en fait, les banques ne vont pas conserver ces prêts un peu plus risqués, mais vont rassembler ces prêts en ce qu'on appellerait des pools, en des paquets, et ces paquets vont être... Ce sont des innovations institutionnelles qui rassemblent les risques en question de telle manière qu'on puisse
à la fois les diversifier, puisque le risque est noyé par la masse. Le risque global d'un tel rassemblement est plus faible que le risque individuel de défaut d'un prêt particulier. Et ensuite, une fois qu'on a rassemblé les prêts en question, on peut définir des titres de propriété qu'on va revendre sur un marché secondaire. Exact. C'est-à-dire vendre à des particuliers ou à des institutions financières une partie de cet ensemble de prêts qu'on aura rassemblés dans un fonds commun. Avec une originalité supplémentaire qui n'existait pas, par exemple, en 1987, c'est que ce panier de contrats hypothécaires peut être lui-même découpé en tranches, ces tranches étant définies sur la base des risques que les contrats comportent au fur et à mesure de leur existence. Il est possible c'est-à-dire, on pourrait acheter des titres qui soient liés à un risque plus ou moins élevé. Exactement. Et on peut acheter un titre qui est considéré comme pas risqué et un autre titre qui est considéré comme davantage risqué. Et donc davantage rémunéré. Exactement. Et tous ces contrats ayant le même support, à savoir ce rassemblement de contrats hypothécaires accordés à des emprunteurs jugés moins solvables que les autres. Ce qui se passe. On savait depuis des mois que les prix de l'immobilier aux États-Unis notamment étaient gonflés, probablement par une trop grande quantité de monnaie, et que ça allait baisser. Alors lorsque la demande pour l'immobilier baisse, il y a un certain nombre de gens qui avaient emprunté sur la valeur de leur logement ou de n'importe quel autre bâtiment et qui se retrouvent appauvris. Qui se retrouvent appauvris par cette baisse de prix. Alors à ce moment-là, apparaissent des difficultés de paiement. Oui, mais c'est inhérent à ce type de contrat dit de subprime. Pendant les premières années, pendant les 2 ou 3 premières années, il se trouve que l'emprunteur a la capacité juridique de ne pas commencer à amortir le prix à rembourser le prix de ce qu'il a acheté. Bien plus, il a la possibilité, si le cas se présente, c'est-à-dire s'il a des difficultés, de ne pas payer l'intérêt qu'il doit payer, tout cela devant ça peut pas durer indéfiniment. Exactement. Alors ça dure sur les premières années du contrat et disons quand le prix de l'immobilier augmente, cela n'est pas vu d'un mauvais œil par les prêteurs, mais à partir du moment où le prix de l'immobilier diminue, cela est vu d'un mauvais œil. Bien plus. Dans ces contrats de subprime, vous avez 2 grands types. Vous avez les contrats dits à taux fixe et vous avez les contrats à taux variable. Il vaut mieux emprunter à taux fixe quand les taux sont bas. Voilà. Mais c'est ce qui s'est passé. Et le taux variable, c'est vraiment un piège, notamment en Grande-Bretagne, où c'est comme ça qu'on se loge. C'est-à-dire, on emprunte sur la valeur de on emprunte sur la valeur de sa maison, et puis si les taux d'intérêt à court terme augmentent, on se retrouve en difficulté. La plupart des gens Exactement. sont soumis à ce régime-là. Mais c'est le cas qui s'est présenté aux États-Unis. En raison de ces contrats à taux variable, dans la mesure où les emprunteurs avaient souscrit ces contrats dans une période, disons, favorable, puisqu'elle faisait suite aux attentats du 11 septembre 2001, en quoi ces contrats étaient-ils favorables? Les taux étaient bas. Les taux avaient été abaissés jusqu'à 2%, il était donc très facile de s'endetter
ces taux très bas. Oui, la condition de s'endetter à long terme. Oui, mais l'option a été prise de s'endetter à taux variable. Et à taux fixe. Et pour ceux qui se sont endettés à taux variable, eh bien, trois même difficultés peuvent être envisagées. La première, c'est que le prix de l'immobilier a donc commencé à diminuer. 2, les taux d'intérêt ont augmenté. 3, eux-mêmes, qui étaient employés, et en raison d'une croissance moins grande que celles qui pouvaient être imaginées, ont commencé à connaître des difficultés d'emploi. Oui, D'où c'est assez limité. C'est assez limité, mais c'est quand même, ça pèse sur les paniers de contrats qui ont été découpés en tranches. Et dès l'instant... Bon, alors il y a des paniers plus ou moins risqués. Alors c'est forcément les paniers les plus risqués dont le prix baisse le plus. Exactement, mais chaque fois que, étant donné un panier de contrats, étant donné une faillite ou une impossibilité de faire face au versement d'intérêts, une information nouvelle est donnée au marché, une information nouvelle est donnée aux investisseurs, et en conséquence, cette information est intégrée aux nouvelles décisions qu'ils vont prendre. Or, de fait, en ce qui nous concerne, cette information, au départ, n'a pas été donnée. À cet égard, il y a des organismes chargés de donner des informations de façon générale, c'est ce qu'on appelle les agences de notation, et dans notre cas de figure, les agences de notation n'ont pas fait leur travail. C'est un grief qui leur est c'est-à-dire qu'elles ont porté. sous-estimé le risque associé à certains types de titres. Il semble qu'elles aient laissé courir. Mais en fait, on pouvait quand même avoir une petite idée a priori de ce qui risquait de se passer. Si oui, mais l'immobilier baissait du fait de la hausse des taux d'intérêt, les gens allaient se retrouver coincés. On pourrait même dire à ce titre qu'il n'est pas injustifié de contester la notion de crise, puisque tout ça était quand même relativement prévisible. Exactement, mais tout ça entrait donc dans les canaux de la décision. Mais c'est pas la première fois que les entreprises de notation, qui ne sont pas très nombreuses, je crois qu'il y en a 3. Il y en avait 5. Il y en avait 5 oui, à un moment. Qui s'est cassé la exactement. Avec l'affaire Enron. Exactement. À cet égard, ces agences de donc celle-là n'avait pas fait son travail. Oui, mais ce qu'il faut voir, c'est que ces agences de notation ont différents départements, et les départements auxquels vous faites allusion, François Guillaume, sont les départements d'audit des entreprises. Et c'est un autre grief qui leur est porté. Il s'agirait qu'elles distinguent bien dans leur fonctionnement ce qui est évaluation objective de telle ou telle firme ou tel panier de contrats risqués, et puis ce qui est leur évaluation, c'est ça, subjective, en relation aux conseils qui leur sont demandés et qui leur sont payés. Oui, la dernière fois, on parlait de l'écart qui existe systématiquement entre les jugements de valeur qui guident effectivement les décisions et les tentatives de comptabilisation qui en sont faites plus ou moins systématiquement dans un cadre étatiste. Il semble que le problème de l'évaluation comptable se pose aussi dans les entreprises privées. Alors, est-ce qu'il y a un problème de liberté des contrats? Parce que en l'espèce, seule la liberté des contrats et la propriété des biens devrait permettre de fournir une évaluation authentique des actifs en question. On peut imaginer une première destruction de l'information donnée par les prix, par la politique monétaire, qui gonfle artificiellement, ou qui déprime artificiellement, parce qu'on a connu ça dans les années 90 en France, les prix de certains produits. Des gonflements ou des pressions artificielles qui ne vont pas durer, mais qui auront entre-temps engendré des décisions qu'il faudra par la suite
revoir. Oui, mais on peut concevoir cette liberté des contrats dans le cadre de ces firmes de notation. La seule chose, il y a, le cas échéant, un conflit d'intérêts. Il faut que ce conflit d'intérêts soit résolu. Alors justement, les hommes de l'État, notamment aux États-Unis, ont essayé de résoudre ce conflit par la législation. Exactement. On est en pleine illusion de la régulation par les hommes de l'État. Exact. Dans la mesure où non seulement les hommes de l'État empêchent les gens directement concernés de résoudre les problèmes qui sont directement à leur portée, mais où on sait très bien que les hommes de l'État eux-mêmes sont irresponsables et que par conséquent ils peuvent pas prendre de bonnes décisions et qu'ils n'ont même pas intérêt à s'informer sur ce que serait une bonne décision. Alors justement, peut-être pour terminer cet entretien, devrions-nous entrer dans cette question de l'illusion fiscale. D'une certaine façon, tout ce qu'on vient de dire... La question que je me pose quand même, c'est dans quelle mesure la réglementation... On a vu peut-être le rôle de la Banque centrale, mais on pourrait peut-être... on a vu le rôle de la Banque centrale en 87, on pourrait éventuellement dire ce qu'elle a fait en 2007. Exactement. Et puis ensuite, on verra dans quelle mesure la réglementation empêche de résoudre ce problème d'évaluation correcte. Il nous reste un quart d'heure, il faut donc être assez schématique. Effectivement, on arrive à quelle grande question. C'est cette question de la réglementation. J'aime pas le mot régulation, on va peut-être en dire un mot. On va peut-être parler de la politique monétaire. Oui, mais sinon on risque de ne pas en parler. La politique monétaire, c'est de la réglementation. On est d'accord. C'est une réglementation quantitative qui va porter sur le taux d'intérêt à court terme parce que la politique monétaire ne peut pas régler les taux d'intérêt à long terme. Et d'autre part, c'est une politique de prix en relation avec les taux d'intérêt et une politique de quantité dans la mesure où elle va s'interdire de créer de la monnaie, où elle va au contraire, exactement, dans une très large mesure, ce qui permet de créer de la monnaie ce qui permet toujours de créer de la monnaie en excès, c'est le monopole. Exactement, parce que chacun a l'obligation de recevoir en paiement la monnaie qui lui est proposée. Là, on peut parler d'illusion fiscale dans la mesure où les gens ne comprennent pas le lien qui existe entre une obscure réglementation bancaire que par ailleurs on leur a appris à trouver normale, et puis la hausse des prix et l'incertitude, des variations de prix et l'incertitude qui en résulte pour leur patrimoine et pour leur pouvoir d'achat. Exact. Mais pour donner un trait d'union... c'est l'illusion fiscale par violence indirecte au suprême degré. Ça. On fait violence à des banquiers et c'est le malheureux épargnant qui va payer. Il y a un trait d'union intéressant entre 1987 et 2007. Donc, en quoi a consisté la politique monétaire en 2007 ? Alors, je viens d'abord à ce trait d'union qui est Alan Greenspan. Alan Greenspan, en 87, vient d'être nommé gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, et nous sommes en 2007. Greenspan a quitté l'année dernière la présidence du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale des États-Unis. Il a été remplacé par Bernanke. La démarche de Greenspan pendant ces près de 20 années a consisté à faire en sorte qu'il n'y ait pas d'obstacle sur les marchés financiers organisés. Tant en 87... Comment ? D'obstacles aux échanges, d'obstacles à la création de nouveaux produits. Que la Banque centrale des États-Unis ne vienne pas, entraver les relations libres qui pouvaient exister entre les opérateurs sur ces marchés. Il s'est opposé à une réglementation qui eût été par définition institutionnellement irresponsable. Et il est allé très loin
et c'est ce que certains lui reprochent aujourd'hui, il est allé très loin, non seulement dans ces années 97-98, où il a tout fait pour que les gouvernements de l'Asie du Sud-Est n'établissent pas des réglementations particulières qui auraient, fait obstacle aux échanges de ces pays, les échanges de ces pays étant la cause de leur développement très important, qui avait amené certains à les qualifier de dragons. Et enfin, dans la dernière période, jusqu'à 2006, il va faire en sorte que malgré les attentats du 11 septembre, malgré l'opposition de certains à propos des décisions qu'il avait prises relativement au marché financier pour accorder la liquidité qu'il fallait, eh bien, il s'est refusé à toute réglementation. Bon, alors en 2006, il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Donc, il s'en va, il y a un nouveau gouverneur de la Banque centrale des États-Unis, et ce gouverneur change la façon de voir, pour autant qu'il commence à faire des prévisions. Greenspan s'est toujours refusé à faire des prévisions. Des prévisions de quelle nature? Prévisions macroéconomiques. Il a mis sous l'éteignoir tout le département modèle de prévision. La seule chose à laquelle il s'est intéressé, c'est d'essayer d'évaluer l'augmentation de la productivité aux États-Unis. Bien, il avait une question qui le hantait, c'était de faire apparaître la vraie productivité des États-Unis. Il avait le sentiment qu'il y avait une croissance très forte de la productivité, et étant donné cette croissance très forte, il voulait faire en sorte que la politique monétaire, c'est-à-dire l'augmentation de la quantité de monnaie, ne soit pas un frein à cette augmentation de la productivité. Sur la base des anciens modèles, il y avait une faible croissance de la productivité. Sur la base des études qu'il a fait entreprendre. C'est une mission impossible d'essayer d'évaluer la productivité dans ces conditions. Bien sûr, et c'est comme ça qu'on en est arrivé à toutes ces nouvelles technologies, et c'est là où il est arrivé à ce que des économistes se mettent sur ces recherches, et il a fait apparaître des grandes croissances, et jusqu'au début des années 2000, il a été loué par la communauté financière parce que il y avait une longue période de croissance ininterrompue aux États-Unis. Cette croissance s'est arrêtée en 2002 avec une chute, une baisse du prix des actions sur les marchés financiers, en relation avec ce que certains appelleront l'éclatement de la bulle Internet. À cet égard, aujourd'hui, j'ai tendance à voir comme synonyme du mot crise utilisé dans les milieux financiers le mot bulle. Le mot bulle étant plus moderne, étant moins connoté. Comment est-ce que ces changements d'attitude influencent les prix des différents actifs? Eh bien, le point de départ, c'est toujours une solvabilité des opérateurs ou des institutions financières qui est mise en défaut, étant donné les règles qui ont été établies. Pour retrouver leur solvabilité, eh bien, il faut qu'ils vendent des actifs. Alors, en quoi les nouvelles règles ont-elles compromis la solvabilité en question? Au travers des risques. Les risques augmentant, les risques ont augmenté parce que les taux d'intérêt n'étaient pas ce qu'on avait prévu. D'une part, ils ont augmenté. Est-ce qu'ils ont augmenté ou est-ce qu'ils ont baissé moins qu'on ne s'y attendait? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ce qui s'est passé dans un premier temps, les taux d'intérêt ont donc fortement baissé. Oui. Bien. Ce qui a permis
cette chute du prix des actions au moment de l'éclatement de la bulle Internet d'être, disons, temporaire. Bien, à partir de là, il y a eu une augmentation du prix des actions. Par exemple, l'indice Dow Jones va repasser d'un niveau de 9000 à un niveau de 13000. Bien, tout est rétabli, mais simultanément, il y a, avec cette augmentation du risque sur les créances immobilières, eh bien, il y a l'augmentation du risque est due à une hausse des taux d'intérêt. Oui, exactement. Donc les taux d'intérêt ont bien monté. Exactement. Voilà, c'est essentiel. Ils ont retrouvé... et c'était le résultat d'une politique délibérée. Délibérée qui visait à que les attentats du 11 novembre soient sans lendemain, qu'il n'y ait pas une désorganisation financière. Oui, donc c'était parfaitement prévisible tout ça. Tout cela était prévisible, et Greenspan avait bien agi. Il a bien agi. On l'accuse d'avoir fait des politiques d'inflation pour empêcher les prix de baisser sur les marchés. Donc il y a des gens qui n'approuvent pas forcément. Exactement. Mais on ne peut pas en trancher définitivement et objectivement. Non, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il a fourni des liquidités au marché quand il fallait, étant donné des chocs exogènes, là qu'on peut dire peu prévisibles, à savoir les attentats. Il y a eu un phénomène, d'autre part, qui s'est déclenché en relation avec les innovations financières. François Guillaume, il y a un instant, vous parliez des opérations financières qui étaient mises hors bilan, en 1987. Les règles comptables ont peu évolué, et au début des années... Qu'est-ce qui empêche les règles comptables de s'adapter comme ça? Ça fait 20 ans. Bien sûr, mais c'est l'innovation financière. Les opérations dont je parle à l'instant sont quand même différentes de celles qui pouvaient être, mises en œuvre en 1987. Et qui décide de ces règles comptables? Alors ça, ce sont les différentes commissions chargées du droit comptable, ce sont les normes... non mais là, je subodore quelque irresponsabilité, parce que c'est pas normal que les problèmes restent non résolus pendant une vingtaine d'années. Des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, c'est des problèmes que certains empêchent de résoudre. Oui, mais dans notre cas, l'innovation financière n'est pas ponctuelle, il n'y a pas une innovation financière dans la décennie 80 et plus rien après, non. On pourrait imaginer une procédure qui permette de prendre en compte les nouveaux instruments, tout simplement. De leur donner une évaluation. Après tout, des formules d'évaluation de certains titres, on s'en sert, même si on sait que ça repose quelquefois sur des hypothèses bancales. Oui, mais on peut dire que là, nous sommes dans de l'expérimental. Nous sommes dans de l'expérimental. Nous sommes dans des relations contractuelles entre qu'on appellera de gré à gré entre un trésorier de grande entreprise ou un directeur financier de grande entreprise et puis un banquier. Et ces opérations n'ont jamais été envisagées par les règles. Quand on étudie la théorie financière, on n'est pas absolument assuré que ces gens comprennent exactement tous les aspects de ce qu'ils font. Moi, je me souviens d'un auteur qui raisonnait qui distingue, par exemple, les rentiers et les entrepreneurs, comme si ce financier ne raisonnait pas en termes de patrimoine. Si on raisonne pas en termes de patrimoine, c'est peut-être pas la peine de faire de la finance, parce qu'on n'a pas une véritable idée de ce qui engendre le risque. Exactement. Alors ça, ce que vous dites à l'instant est très important, et c'est une considération que Greenspan a essayé en permanence de communiquer aux marchés financiers, mais surtout aux commentateurs de ce qui peut se passer sur les marchés financiers organisés, c'est-à-dire les journalistes. Il faut raisonner en termes de patrimoine, il faut raisonner en termes de portefeuille, il ne faut pas raisonner en termes de tel ou tel titre. Oui, parce que les titres, un titre varie dans un sens, et si dans votre portefeuille, vous avez un titre qui
va varier dans l'autre sens chaque fois que le premier varie dans un sens, eh bien ça réduit votre risque global. Exact. Ce qui compte, c'est le risque de votre patrimoine. Si certains actifs montent alors que d'autres diminuent, et si on peut établir une covariance, une corrélation, une matrice des variances covariantes, une corrélation systématique entre ces variations, on peut très bien acheter un actif qui en lui-même est risqué pour réduire le risque de son propre patrimoine à soi. Exactement. Et c'est ce qui nous renvoie évidemment à la notion de propriété. Exactement. Parce que la notion de risque n'a aucun sens si on ne la rapporte pas à la propriété d'un individu singulier. Et c'est pour ça que ce qu'on dénomme aujourd'hui crise immobilière ou crise hypothécaire n'est pas significative, puisque l'actif immobilier en question, la créance hypothécaire en question, n'est jamais qu'un actif parmi d'autres qui se trouve, compte tenu de l'augmentation du risque, voir son prix diminuer, mais cela est à mettre en regard des augmentations de prix sur les autres types d'actifs. Ouais, donc c'est toujours pour des individus singuliers qui ont un patrimoine particulier que ces variations vont affecter. Exactement. Autrement dit, la crise du capitalisme dont pouvait parler Marx au XIXe siècle est sans commune mesure avec l'existence des patrimoines aujourd'hui et toutes les formes sous lesquelles ces patrimoines peuvent être mises. Ces patrimoines sont diversifiés, ces patrimoines ont une réalité en termes de propriété qui ne justifie pas que l'on puisse admettre que du jour au lendemain, ils disparaissent, comme c'est le cas quand on évoque la crise du capitalisme. Le patrimoine s'impose, il continue à exister. Bon, alors comment conclure sur la situation actuelle? Comment conclure sur la situation actuelle? Eh bien, en disant que les banques centrales qui ont fourni au mois d'août des liquidités à certaines institutions pour leur permettre de respecter les règles de solvabilité qu'elles doivent respecter, n'ont pas fait œuvre de contrainte. À l'inverse, envisager de renforcer le rôle des banques centrales, envisager la création de régulateurs pour veiller à une prétendue bonne ou mauvaise conduite des marchés financiers, n'a absolument aucune... alors finalement, la seule catastrophe qui pourrait nous affecter, c'est que justement, on prétende résoudre les problèmes par une réglementation. Exactement. Et c'est une idée qui est en l'air depuis des années, depuis justement qu'il y a ce mouvement pratique d'innovation financière. Il y a toute une école de pensée qui veut réguler, anglicisme, qui veut réglementer les échanges financiers, qui veut encadrer les marchés financiers organisés. Oui, c'est toujours l'illusion de la régulation par les hommes de l'État. Exactement. Alors que seule la responsabilité permet de résoudre les problèmes. La régulation en matière de marché financier ne sera que de l'irresponsabilité institutionnelle. La réglementation, oui. Ne sera que de la responsabilité institutionnelle, c'est-à-dire donnera une facette de plus à ce que nous avons appelé l'illusion fiscale. Et ça ne peut qu'accroître le risque, surtout. Exactement. Et en l'espèce, l'augmentation du risque va de pair. L'augmentation du risque qu'on ne voit pas, qui le cas échéant n'est pas sanctionné par une note donnée par une agence de notation, n'est jamais qu'une facette
de l'illusion fiscale. On peut peut-être dire qu'avec la période Greenspan, cette illusion fiscale avait quand même un peu régressé en la matière. Exactement. Et malheureusement, avec Bernanke, je ne sais pas si cette régression va continuer. J'ai peur qu'elle s'inverse. Quant à ce qui se passe dans l'Union européenne, puisque la communauté économique européenne a été abandonnée par le traité de Maastricht qui a créé l'Union européenne, il est difficile d'avoir aujourd'hui une opinion. Les pensées sont un petit peu partagées. Le président de la Banque centrale européenne lui-même, n'étant pas je ne l'ai pas entendu tenir des propos pour imposer une régulation, une réglementation supplémentaire au marché financier. Voilà, eh bien, nous terminons pour cette semaine sur ce point et nous vous disons à la semaine prochaine.